Micro branché. Équipe en place, vous les attendiez. Ils arrivent. Enfin, ils sont déjà là et ils attendent aussi. Bienvenue sur Radio 2M. Bienvenue dans l'hebdo. Bonjour, bienvenue dans l'hebdo, votre mag du vendredi. Beaucoup d'actualités cette semaine. Nous vous parlerons du plastique. Quand c'est trop, c'est trop. On était vraiment, mais vraiment sur la bonne voie. Plus de sacs plastiques, on a cru qu'on y arriverait. Mais comme les mauvaises habitudes ont la peau dure, eh bien, elles reviennent au galop. Et cette fois-ci, c'est le ras-le-bol général. Des bouteilles en plastique, ce sera dans le reportage de la semaine. Les embouteillages, comment y faire face? La réponse est simple. Les transports en commun, la ville la plus critiquée pour sa circulation des plus denses, et bien évidemment la ville de Casablanca. Et si la capitale se dotait enfin d'un métro? Vous êtes pour ou contre? Rimel vous est sondé. Ces derniers jours se tenait à Casablanca le Forum international de l'étudiant, un rendez-vous incontournable pour découvrir les différentes filières, mais Safia Mjid s'y est intéressée de très près d'une façon un peu différente, on va dire. Et puis bien sûr, comme chaque vendredi, vous retrouverez la revue du web de Selma, et cette semaine, ça parle de couple, de mini-jupes et même des influenceurs à la Mecque. Cette semaine, notre invité, eh bien, c'est l'un de nos plus grands historiens, auteur de très nombreux ouvrages. C'est pour ça, vous avez vu, j'en ai plein ici. Et conférencier, enseignant, il dirige aujourd'hui l'Institut royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc. C'est Mohamed Kenbib qui nous rejoindra dans un instant. L'hebdo, c'est parti. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. T'es content de nous retrouver? Bonjour à toutes et pas à tous. Il n'y a pas d'hommes. Ah oui. Eh ben ouais. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Très bien. Entre Bienvenue. nanas. Merci. Ça va? Oui, ça va. T'es très stress bien. ou pas? Non, pas pour l'instant, vu que je connais bien les locaux. Donc ça va pour l'instant. On débute comme chaque semaine par l'image du jour. C'est celle d'une manifestation hors norme dans la 16e meilleure université du monde, Columbia. C'est du jamais vu. Au sein de cette institution, les étudiants ont quitté leurs cours et campent depuis plusieurs jours pour dénoncer le génocide palestinien Gaza et l'aide militaire des États-Unis à Israël. Si certains médias les qualifiaient au départ d'antisémites, les étudiants juifs sont venus les démentir et manifester à leur côté. Cette semaine, même les professeurs les ont rejoints. Ceux qui avaient appelé les forces de l'ordre pour libérer les lieux, eh bien cette semaine, c'était le week-end dernier, les ont rejoints pour la première fois. Près de 400 d'entre eux sont venus en toge universitaire apporter officiellement leur soutien à leurs étudiants. Le tour du monde et montre une jeunesse déterminée, une jeunesse qui hurle, dénonce la mort de civils palestiniens, et le mouvement prend de l'ampleur. Il est suivi par d'autres universités toutes prestigieuses, comme celle par exemple de Harvard, également au Texas, mais au-delà des frontières, en France pour la première fois, au sein de Sciences Po Paris ou encore même sur les campus en Australie. Ces étudiants semblent déterminés plus que jamais. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, ils occupent les établissements à présent, de jour comme de nuit. Ils veulent faire entendre leur voix avec un message, un seul, la fin du bain de sang, un appel à la paix. Reste à savoir s'il sera entendu ou pas. Vous avez suivi un petit peu tout ce qui se passe? Oui. Bien sûr. C'était énorme. Au début, avec les interpellations, on a près de 120 étudiants qui ont quand même été interpellés lors de ces manifestations, mais qui ont fini par être relâchés. Mais ça montre vraiment un véritable engagement vers la cause. Et c'est du jamais vu dans les universités américaines. Certains ont même été renvoyés de l'université.
D'autres ont été arrêtés, comme tu as dit, ou Alors, suspendus. renvoyer, ça c'était vraiment au départ, il y a quelques semaines, depuis, et ce qui prouve d'ailleurs maintenant que les professeurs les ont rejoints, parce qu'au départ c'était à l'appel des professeurs pour libérer les lieux. À l'Université de Columbia par exemple, les cours sont à présent à distance, et le signe le plus fort, c'est quand effectivement les profs les ont rejoints dans le grand jardin de Columbia. Et ce qui est fou, c'est l'étendue que ça prend. Partout, on dit on va suivre le mouvement de Columbia. En tout cas, c'est un geste très fort de cette jeunesse. Est-ce qu'il aurait la même ampleur en France, ce mouvement? Sciences Po depuis ce matin. Oui. Alors, non, depuis pas ce matin, c'est faux, depuis jeudi matin. D'accord, mais ça me rappelle du coup, j'ai envie d'éloigner le débat et le recentrer sur la France, qui est un pays beaucoup plus proche du nôtre, et où il nous est souvent reproché aujourd'hui, où il est souvent reproché aux Français de défendre la cause palestinienne, puisqu'aujourd'hui défendre la cause palestinienne en France n'est plus possible. Et je trouve que c'est devenu dangereux. Oui, tout à fait. Il y a cette espèce de démocratie qui est en train de s'écraser en France et qui me gêne beaucoup. Non, c'est vrai. Avec des arrestations, effectivement, de manifestations pacifiques. Et, on est immédiatement taxé d'antisémitisme à chaque fois qu'on veut dire ce qui se passe à Gaza, c'est du génocide. Ce qui se passe à Gaza, Mchimarkol, on vous colle l'étiquette. Il y a une exception française, en France, je pense, en ce qui concerne aujourd'hui la liberté d'expression concernant donc effectivement ce conflit israélo-palestinien. Je pense que c'est comme partout, c'est ce conflit de poids de mesure, que ce soit sur le terrain, que ce soit en France, que ce soit partout, c'est vraiment deux poids de mesure. C'est exactement ce qu'on dénonce aussi avec le soutien français à l'Ukraine et à la Russie. Et justement, c'est le deux poids deux mesures quand il s'agit de Gaza et d'Israël. Et d'Israël. Et quand même les politiques français aussi se retrouvent du coup avec la justice derrière les fesses. Allez, c'est le moment d'accueillir notre invité. Il est l'un de nos plus grands historiens, grands passionnés du temps, qui aujourd'hui dirige l'Institut royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc. Je vous prie de bien vouloir accueillir Mohamed Kenbib. L'invité. Venez vous installer près de nous. Je suis curieuse d'avoir son avis sur... 5 femmes pour vous toutes seules aujourd'hui. J'en suis fort aise, en vieux François. Je suis ravie, nous sommes ravis de vous accueillir. Et je vais rajouter le mot enfin parce que vous êtes un homme très humble, qui n'aime pas se mettre trop en avant, qui privilégie les recherches, ses écrits, mais qui aime profondément le partage. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages, tous consacrés à notre histoire. Vous avez participé à des conférences internationales avec des sommités. Vous avez côtoyé vos pairs, les plus grands historiens. Vous êtes aussi un homme de partage. La transmission est essentielle pour vous. D'ailleurs, vous étiez professeur d'histoire contemporaine à l'université Mohamed V à Rabat. Je ne dis pas de bêtises, je vous vois froncer les yeux, notamment au moment où on ne cesse de nous dire que les Marocains ne lisent pas suffisamment. Vous devez tout à la lecture. C'est elle qui a réveillé, on peut dire que c'est elle qui a réveillé votre passion pour l'histoire. Je commencerai par vous remercier de m'accueillir. Et je remercie ces jeunes femmes d'être parmi nous. C'est toujours agréable d'être en bonne compagnie. Merci beaucoup. Donc, pour ce qui est de l'attrait de l'histoire, ça a commencé à un âge relativement précoce et ça a commencé par, à l'école primaire, quand j'étais encore à l'école primaire, la lecture de revues d'histoire et notamment une revue prestigieuse. Historia. On a été sûr. Voilà. Et je lisais également des journaux, Le Monde, Le Figaro, Le Petit Marocain, qu'on appelait à l'époque. Enfin, il y avait un journal, un quotidien qui s'appelait Le Petit Marocain, La Vigie marocaine. Et donc tout cela, c'était une ouverture à la fois sur les réalités du Maroc et sur les réalités du monde. Et pour ce qui est des réalités du monde, c'est au niveau du lycée qu'on avait un prof absolument extraordinaire, un français, Henri Denis, il s'appelait Henri Denis, qui enseignait les relations internationales,
notamment la crise de 1929, la grande crise de 1929, qui n'a touché le Maroc en 1932, et surtout ce qui se passait en Europe, ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça vous passionnait? Parce que quand on a ça dans les cours, nous, on n'est pas spécialement... Je vais faire juste un tour de table, cours d'histoire pour vous. Marquant, pas marquant? Moi, j'aimais beaucoup. Toi, t'aimais? Moi, Toi ça m'ennuyait beaucoup. Et toi, Salima? Tes cours d'histoire, tu t'en souviens ou pas? Oui, je m'en souviens, mais alors moi, ce qui me gênait dans le système français, c'est que du coup, on avait toute cette partie, toute l'histoire de l'Afrique du Nord qu'on n'avait pas du tout, et on manquait cruellement de savoir. Et toi? Moi, j'ai toujours dit que c'était en fonction du professeur. J'ai eu un professeur qui m'a marqué, d'ailleurs, comme vous, et je me souviendrai encore de cette phrase quand il nous parlait des casques bleus en disant « ce sont juste des images et non des images justes ». J'avais 15 ans, 36 aujourd'hui, je me souviens encore. Donc vraiment, pour moi, cette matière, elle doit être racontée, elle ne doit pas être apprise. Voilà, pas du... voilà. Non. Qu'est-ce que signifie pour vous le mot histoire? Quelle est votre définition juste de ce mot? Pour moi, ça signifie, je répondrai peut-être de manière indirecte, ça signifie une passion. Et donc, c'est l'évolution du monde, l'évolution de l'humanité. Et quand on dit histoire, ça ne se limite pas au Maroc. Le Maroc n'est pas replié sur lui-même, il est ouvert sur le monde de par la géographie, la relation avec l'Espagne, avec l'Afrique subsaharienne. Il évolue dans un contexte. Il évolue dans une sorte de... Il fait partie du monde. Et donc, par la force des choses, on est obligé de se pencher également sur ce qui se passait ailleurs, sur l'évolution d'autres peuples, d'autres nations, comment se sont constituées ces nations précisément, parce que ce concept-là est extrêmement compliqué. Il y a un penseur français qui dit « La nation, c'est, je cite de mémoire, la nation, c'est le rêve d'un avenir partagé ». Je trouve la formule très belle. Très bien dit. Je vais vous poser une question très, très, très compliquée, mais c'est bien d'avoir un historien, mais alors elle est très, très compliquée. Si il y avait un moment, un seul, c'est pour ça que c'est compliqué. Avec si on mettrait Paris en bouteille. S'il y avait un moment de notre histoire marocaine, qu'on pourrait citer comme la plus forte pour vous en tant qu'historien, ce serait quoi? Je dis que c'est très compliqué parce que, bien évidemment, toute l'histoire d'un pays est tellement riche, mais une anecdote d'un moment de notre histoire que vous retiendrez. Qui est absolument incontournable. En dehors, attendez, pas l'indépendance. Non, j'ai bien compris, je crois avoir bien compris. C'est, disons, la période du 19e siècle, c'est un tournant important avec toutes sortes de mutations et une période qui est, je crois, mal lue, mal appréhendée plus exactement, c'est celle de Moulay Abdelaziz. Oui. Le jeune sultan Moulay Abdelaziz, il a lancé, ou essayé de lancer des réformes radicales, et notamment, il y a une réforme qui est significative de tout le reste, c'est celle de la généralisation de l'impôt. Tout le monde doit payer l'impôt. Il n'y a ni zaouia, ni cheikh, ni frère, tout le monde doit payer. Oui, c'est une mauvaise nouvelle, de payer les impôts, excusez-moi. Ah ben, il faut bien qu'on avance. Non. Parce que les impôts, initialement, il y avait des catégories qui étaient privilégiées, exemptes d'impôts. D'accord. Et le fait de dire non, comme au Moyen-Âge, c'est quoi. pas... Voilà, c'est un régime de type féodal. Donc, lui a décidé cela. Et c'était une réforme absolument révolutionnaire dans le contexte marocain parce qu'il y avait des zaouïas qui disaient « Ah, nous avons la baraka, nous sommes protégés, etc. Voilà. Il y avait des notables qui disaient « Ah, nous tenons les tribus en... comment dirais-je au calme. Voilà, exactement. Alors que lui, il est passé outre. Mais son problème, c'est que sa mère était turque, circassienne. Alors que les autres sultans, leur mère appartenait à telle ou telle tribu. Donc, ces sultans-là avaient avec eux les tribus dont était originaire leur mère. Il n'était pas seul, alors que lui s'est retrouvé seul
avec sa mère, l'Arqia, Étrangère. circassienne. Ouais. Et donc, il n'a pas trouvé d'appui. Et naturellement, les notables ne l'appuyaient pas parce que s'ils devaient payer aussi les impôts, ils n'avaient aucun intérêt à l'appuyer. Est-ce que c'est un pan de notre histoire qui est enseigné à l'école ? Il est enseigné, mais il y a eu les images, on a du mal à les modifier. Les stéréotypes, plus exactement, les préjugés, on a du mal à Alors, je vais rebondir sur la question de Fethiye. S'il y avait un mythe dans l'histoire du Maroc, un mythe, une aberration, un petit peu populaire, que tout le monde pense être vrai, que vous deviez rectifier, ça serait quoi ? C'est difficile. Il y a les peuples. Plus difficile que moi. Les peuples ont besoin de mythes. Pour avoir de l'espoir. Et donc ça, oui, pour toutes sortes de raisons. Donc les mythes sont entretenus par, j'allais dire, une sorte de demande des peuples et des nations. Il y a des mythes, je ne sais pas moi, par exemple, quand on parle de la Kahina. Oui. Est-ce qu'elle a existé? Est-ce qu'elle n'a pas existé? Est-ce que ça se limitait à l'Algérie et aux Aurès, ou la Tunisie, Carthage, etc. C'est difficile. Hein. C'est difficile. Mais encore une fois, les peuples ont besoin de mythes. Et dans le cas de... Prenez un cas, celui de la France. Quand le pays a été occupé par les Allemands, c'est le maréchal Pétain qui est devenu chef de l'État et une majorité de Français étaient pétainistes parce que Pétain, c'est le héros de Verdun, de la Première Guerre mondiale. Oui. Mais par la suite, avec De Gaulle était isolé quand il a lancé son appel de Londres, 18 juin 1940. Qui c'est qui l'a écouté? Mais après la libération, tous les Français sont devenus des résistants, des gaullistes, etc. Donc, oui, inversement des situations. Voilà. Vous parliez de passion tout à l'heure, oui. Et vous m'autorisez à dire que vous avez donc une passion pour l'histoire des Juifs du Maroc, ou pas? Pourquoi? Je ne pense pas qu'il faille... Une fascination. Non, pas une fascination, parce que dans ma conception, dans ma vision, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'était sur les mutations de l'État et de la société marocaine, pas sur les Juifs en tant que tels. Mais j'ai travaillé sur le système des protections consulaires, c'est-à-dire des Marocains qui bénéficiaient, un certain nombre de Marocains, pas tous, les strates supérieures de la société marocaine, les grands commerçants, les chefs de zaouïa, etc., ou certains chefs de zaouïa, qui ne payaient pas d'impôts, qui vivaient dans leur propre pays avec un régime d'exterritorialité. Et donc, les Juifs étaient l'une des composantes de ce système qui a ruiné le pays. Parce que ces riches, protégés étrangers ou naturalisés étrangers, on disait, le passeport. Les gens qui avaient un passeport, et un passeport sous-entendu étranger, ne payaient pas d'impôts, échappaient à la juridiction marzaine, et résultat des courses, qui c'est qui payait les impôts? C'est les petits fellahs, etc. Et quand la pression fiscale était énorme était forte, trop forte, du fait de ces exemptions, le résultat était simple. C'était le soulèvement armé, d'autant plus que le Marzen ne contrôlait pas tout le territoire, donc il y avait une contrebande d'armes terrible, faite par les Français, par les Allemands, les Anglais, les Américains, etc. etc. Les Marocains de l'époque étaient familiarisés au Winchester, qui se vendait comme, j'allais dire, des petits pains, parce que le pays était devenu une sorte de passoire. Oui. Voilà. Alors, le fameux ouvrage parmi tous ceux que vous avez écrits dans vos recherches, c'est celui-ci. Je me demande comment je l'ai fait. Il est énorme. Il est énorme. Ouais. Alors, Initialement, c'est 3 volumes. C'est 3 volumes. Alors, je vous explique. Est-ce que, à votre avis, notre historien, combien de temps il a mis à recueillir tout ça? Combien
d'années pour écrire. Bah, Moi, probablement je me 40 ans. demande- Ça se compte en décennies. Hein. Je me 40 ans. demande aussi comment vous faites pour caser toutes ces informations dans votre tête comme ça. Ça vous a demandé compartiment Ça vous a demandé, je redonne le titre, hein, Juifs et musulmans au Maroc de 1859 à 1948. C'est précis. Contribution à l'histoire des relations intercommunautaires en terre d'islam. Ça vous a mis 20 ans. C'est-à-dire que dans l'ouvrage qui m'a pris le plus de temps, ce n'est pas celui-là exactement. Ah bon? Ah oui. Il y a eu Aussi- plus. aussi- Alors, il est en version miniature aussi pour ceux aussi. qui. Toi, tu veux Pour les celui-là paresseux, comme moi. Pour oui. les paresseux. Aussi bizarre que ça puisse paraître, l'ouvrage qui m'a pris le plus de temps, c'est celui que vous avez sous les yeux. Ah bon? Protégés. Oui. Donc, Les- et qui s'appelle Les protégés. Les protégés, contribution à l'histoire contemporaine du Maroc. Autant celui-là, je me suis plongée dedans, celui-là pas encore. Qu'est-ce qu'il Ma raconte? préférence va pour celui-là. Alors, c'est quoi les protégés? Les protégés, c'est des gens qui... c'est des Marocains, juifs et musulmans, qui bénéficiaient de leurs relations avec des étrangers. Notamment, ils se posaient comme le pays était fermé, les Européens, à l'époque on ne disait pas les Européens, les chrétiens, qui voulaient faire du commerce au Maroc, devaient s'associer à des Marocains musulmans et juifs. Et comme le pays était replié sur lui-même, donc, et que les Européens étaient peu nombreux, et que ces Européens étaient pour la plupart des chrétiens, donc quand ils commettaient un délit ou un crime, ils ne pouvaient pas être jugés par les tribunaux marocains qui étaient musulmans. Ils ne pouvaient pas être jugés donc, comme des ressortissants marocains. Ils bénéficiaient de ce qu'on appelle des capitulations. Capitulation, pas au sens habituel de capitulation, mais au sens originellement latin du terme capitula, c'est-à-dire chapitre, chapitre de loi. Et donc c'était un système qui était valable dans l'Empire ottoman, en Turquie, qui était valable également en Chine et qui était valable au Maroc. C'est-à-dire que vous aviez des Européens, enfin des étrangers qui bénéficiaient d'un régime d'exterritorialité et les Marocains qui étaient en association avec eux disaient « Nous, le commerce que nous le faisons avec pas nos marchandises, les marchandises des autres. » Donc, Donc, ils selon devenaient les des capitules. sous-protégés en quelque sorte. Ils D'accord. devenaient des sous-protégés. Et c'était valable dans le domaine du négoce et c'était valable également dans le domaine de l'agriculture, ce qu'on appelait les mohalet. Mohalet, c'est-à-dire des associés. Ce qui est terrible, c'est qu'un grand nombre de sanso, c'est-à-dire des intermédiaires au niveau du commerce, et de mohalet, des intermédiaires au niveau de l'agriculture, étaient fictifs. Ils achetaient des attestations que les Européens faisaient signer, scellées par les consulats, ils les mettaient en avant, je suis l'associé d'un tel, donc ne me touchez pas, ne me demandez pas de payer d'impôts. Donc les riches négociants ne payaient pas d'impôts, les agriculteurs, les riches agriculteurs ne payaient pas d'impôts, ça retombait sur les petits paysans. Comme quoi, l'évasion fiscale, ça date pas d'aujourd'hui. Comme quoi, est-ce que les choses ont vraiment changé? Alors, cet ouvrage est sorti dans les années 90 et l'un des historiens français, Daniel Rivet, qui est professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne, a écrit ça sur ce livre. Il me dit « En ces années 1990 où il est de rigueur de prôner l'État modeste, voire de préconiser l'État minimum, cet ouvrage si fort nous invite, je crois, à penser l'État comme l'irremplaçable mainteneur d'un ordre public dont on n'aura pas la candeur de croire qu'il est au-dessus de la mêlée sociale, pas non plus l'illusion ivre de dogmatisme qu'il se réduit à habiller les intérêts de la classe dominante. » On a l'impression que rien n'a vraiment changé. Oui ou non? Pas plus que ça. Non, quand même, il y a une évolution. Ça, c'était la période, disons, 19e siècle, période du protectorat également. Mais depuis l'indépendance, il y a quand même l'État a repris, pardonnez l'expression, du poil de la bête. Il a repris les rênes
Et c'est un État qui est un État fort. Pensez à la période, y compris la période de Sidi Mohamed Ben Youssef, de Mohamed V, puis de Hassan II. C'était l'État dans le sens jacobin du terme, un État central fort. Et effectivement, il y a eu et même d'ailleurs, même à l'époque de Moulay Hassan Ier, le fait que Hassan Ier a passé une bonne partie de son règne à cheval, à tourner dans une sorte de pouvoir itinérant. Et c'est la même chose, si on veut faire des comparaisons avec l'Europe occidentale, la même chose que ce qui s'est passé en France avec Catherine de Médicis. Elle aussi a tourné sur sa cheval. C'est ce qui s'est passé avec Charles Quint. On va continuer à parler parce qu'il nous faut 2 heures. Voilà. Avec En plus, d'autant plus qu'on boit ses paroles. Ouais. Ah oui, non, mais complètement. On est toutes là comme ça, en train d'écouter. Vous restez avec nous. On va continuer à parler d'histoire, mais on va parler de quelque chose qui nous met très en colère, qui pousse certains à la limite de la crise de nerfs. Ce sont les embouteillages. La capitale économique en paye le prix fort. Chaque jour, des milliers d'automobilistes perdent un temps monstrueux. La ville de Casablanca a déjà ses tramways. Et si on avait, on pourrait rêver, et si on avait un métro, qu'en pensez-vous? Rimel vous a sondé. Jingle. La Walkwoman. En fait, il y a des rumeurs qui courent sur les réseaux sociaux en ce moment. Et sur les médias, sur certains médias, en disant que ça fait le métro, c'est pour bientôt. Donc, faut savoir que oui, il y a une étude qui a été lancée. Et d'ailleurs, l'idée d'avoir un métro à Casa n'est pas nouvelle. Donc, faut savoir que ça a été évoqué dès 2011. Il y a eu une étude qui avait donné d'ailleurs naissance au tramway et au bus à haut niveau de service qu'on voit aujourd'hui. Maintenant, il y a le wali de la ville, Mohamed Mhidia, qui veut vraiment pousser cette idée. Il a confié à la SDL Casa Transport une étude de faisabilité complète. Et il dit que faire un projet majeur comme celui du métro de Casa, ça serait super pour résoudre les problèmes de transport qu'on a, surtout avec la Coupe du Monde qui approche. Pour ma part, voilà, je voulais faire un peu mes recherches et surtout savoir si c'était vrai ou pas, ça va être concret ou pas. J'ai contacté le vice-président du conseil de la ville, donc Monsieur Afilel, qui m'a expliqué que l'idée du métro ne date pas d'hier. La dernière fois qu'on en a sérieusement parlé, c'était en 2013. Donc c'était avec le maire à l'époque, Mohamed Sajid, qui avait promis de faire une ligne de métro aérienne de 15 km de Sidi Moumen à la mosquée Hassan II. Donc ça a été mis en pause en 2014 à cause du prix trop élevé, parce que ça nécessitait 8 milliards de dirhams à l'époque. Donc très coûteux. Donc pour l'instant, rien n'est officiel. Il y a juste une étude de faisabilité qui a démarré. Ça divise beaucoup les gens sur les réseaux sociaux. Les gens à Casablanca sont pas très contents. J'ai sondé quelques personnes par rapport à ça. Et il y a un monsieur qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit qu'il quitterait Casa si le métro est lancé. Parce que pour lui... Mais pourquoi? Pour lui, déjà, Casa Mkhnouqa. On ne circule même avec les tram. travaux que ça lancerait. Ouais. Mais il me semblait qu'il y avait trop de sable de Casablanca. Ah non, mais là, il parle d'un métro aérien. Un métro aérien, excuse-moi. C'est le métro aérien. Tu as raison. Et en plus, ça, je pense que même le problème de l'eau, bon, j'ai cherché un peu. L'oued qui faisait problème, il a été dévié vers Bouskoura. Donc apparemment, depuis 2015-2016, ça a été réglé. Et il est tari. Désolée. En plus, avec la sécheresse. C'est ça, il n'y a plus d'eau. Non, il y a aussi un fait pour ce qui est du métro aérien. Vous imaginez ce que cela donnerait sur le plan esthétique? Comme à Dubaï, Oui, mais bon, on a tellement d'immeubles et tout, pourquoi pas? Je sais pas. Ouais, ça serait moche, la vérité, c'est pas joli. Et puis, il y a pour ce qui est du creuset, il y a du granit à Casablanca. Vous imaginez ce que ça va nécessiter comme dynamite, comme TNT, etc. Ouais, déjà, pour faire un tunnel, à Casa, je sais pas. C'est de la roche dure, extrêmement dure. À Casa. Donc, et donc tu as sondé. Exactement, j'ai fait un micro-trottoir et on écoute la réaction des Casablancais. هي مزيانه ولكن كنفقوا فيها شحال هذه دابا طنوطه الا بغاو دابا يديروه راه كما قلت لك راه الدار تقلب احسن على عاقل صعيب بزاف باش يديروه سواء تحت الارض ولا من فوق الارض كان هادشي فكروا فيه في السبعينات اما دابا طنوطه كازا راه عمرها دير
كازا عمرات هذه انت تشوفي الزحام الطويسات البسكليتات احترام قوانين السير ما كاينش ناس ما تحترمش قوانين السير كازا الفوضى يعني الكلمه الاخيره تبقى للحكومه اما انا كمواطن باش يديروا ولا تقلب كازا العراقب انا والله قسما بالله الا فكروا فيها انا نخوي كازا ما نكذبش عليك والله تنخويها بالناسينو تسطى ولا تسطى بالله ايجابيه مع هادشي ديال الترونسبور قليل ايجابيه ما الاقتضاد دابا من كتبغي غير الطاكسي ما كتلقايش من هذا زوين مزيان مع كان مزيان ايجابيه كتلقاي بعدا كان شويه تخفيف في هادشي ديال النقل. بالنسبه لي انا سلبيه ماشي ايجابيه لان الشوارع ديال الدار البيضاء راه كلهم خرجوا عليهم راه ما بقاوش عندنا شوارع الا نشوفوا دابا ها انت ها الترام وشوفي دابا الشارع اللي هابط ما بقاش لاسباس ديال جوج طوموبيلات ودراجه ناريه منين دوز ما بقاتش يعني ولات الشوارع ديال الدار البيضاء مخنوقين بزاف. بالنسبه للمترو الدار البيضاء خدام 100% علاش واخا كيقولوا كاين اكراهات ديال كاين الماء كاين بزاف ديال الامور ولكن الا كانت لا بونيتود كنظن انه غيكون احسن. الترامواي شي شويه ضيق الطرقان الحديد اكثر في كازا ياك عارف لومبوتياج راه كيوقع بزاف. Voilà, donc ça c'est mitigé en ça fait. Je divise. pensais que les gens aimeraient Très beaucoup favorable. avoir un. Oui, je Un m'attendais métro pas à aérien. ces réactions en Moi, réalité. j'adorerais. Mais c'est vrai que c'est moche en fait. Bah, Et oui, c'est mais vrai aussi bon, que Je les dirais, chaussées sont imagine, devenues tu plus t'achètes étroites. un superbe appartement avec une vue Non, non. qui va jusqu'à la mosquée Hassan II, extraordinaire. Et puis en plein milieu de Bah, tout la ça, ligne là, 6 t'as, passe juste à côté de la Tour 5 Eiffel lignes à de Paris, métro ça dérange aérien. personne. Hein. C'est l'un des plus beaux Ouais, monuments au ouais, monde. ouais. Et puis, Tu À cherches un Paris. appartement, t'as pas très envie d'être devant le métro avec le bruit. oui, avec mais les- bon, après, c'est une solution. À Paris, Faut avec les secteurs où c'est aérien, c'est vraiment moche. Oui, c'est ce que je dis. Le métro, c'est de la passe ferraille. devant la Tour Ouais, Eiffel. c'est moche. C'est- C'est très très moche. Oui, mais bon, il faut trouver des Alors, solutions. autre chose qui est très très moche, et là, pour le coup, ça ne concerne pas que la ville de Casablanca, mais l'ensemble du territoire national. Souvenez-vous, il y a 8 ans, en 2016, le Maroc franchissait un pas très important avec une loi qui interdisait les sacs en plastique sous peine d'amende, et quelquefois de très grosses amendes. Faudrait-il même, aujourd'hui, passer une étape supérieure? Qu'en est-il de ces fameuses bouteilles d'eau qui jonchent les rues, les plages, enfin partout quoi, il y en a partout. C'est le reportage de la semaine de Salima. Le reportage de l'hebdo. Mais pour beaucoup, c'est devenu un geste anodin. C'est un geste anodin. On ouvre anodin, je vais y arriver. On ouvre son robinet, on remplit son verre, mais pour d'autres, boire l'eau du robinet, c'est devenu quasiment impossible. Autour de la table, est-ce que vous buvez l'eau du robinet ou pas? Non. Non. Et vous, monsieur? Ça dépend de la ville, par contre. Hein. Alors, Moi, ça dites-nous. dépend de la ville. Celle de Fès, par exemple, elle est excellente. Celle de Oui. Marrakech aussi. Vous aussi, c'est en Pas fonction. systématiquement, non. Ça dépend de la ville, vous aussi? Casa, Vous non, je êtes- prends pas d'eau. Eh ben voilà. Bon, bien Terrible. que l'immense majorité d'entre nous reçoit quand même aujourd'hui une eau conforme aux normes de potabilité, on parle pas de goût, on parle de potabilité. Sur l'ensemble des critères à respecter, la confiance en l'eau du robinet reste très relative et beaucoup d'utilisateurs comme vous craignent des risques de pollution. On déplore tout simplement son mauvais goût, surtout à Casablanca, parfois jugé donc trop chloré, trop dur, trop. Enfin, il y a une très grosse Salé. présence en calcaire, salé. Enfin, après, voilà, c'est. Elle change tous les jours, si tu C'est veux. totalement Chaque fois, elle a subjectif. un goût différent. On écoute ce petit micro-trottoir. Je consomme l'eau du robinet exceptionnellement, mais c'est principalement l'eau embouteillée, format familial idéalement. Mais tout ce qui est circuit court, écologie, etc., je suis beaucoup dedans, donc j'essaye d'éviter au maximum les emballages en plastique. كنطيبوا الماء وكنديروه في قرايه ديال الزاج وكنديروه في الثلاجه مره كناخذوا دوك ديال 5 لتر. انا في الدار كنشرب الماء عادي من الروبيني حيت صراحه عندنا الماء في الدار ما ذاقو عادي. في الخدمه كنفضل قراعي صغار ديال الماء. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez déjà fait le calcul, combien est-ce que ça vous coûte d'acheter de l'eau en bouteille pour une famille de 4 personnes qui boit donc en moyenne 1,5 litre par jour. J'ai fait le calcul, vous dépensez environ donc 5600 dirhams par an. Waouh. Ça vous Ah choque ouais. pas On ne ressent pas. On ne Ah ressent ouais. pas. Mais oui, parce qu'on. Ouais, bah, Et oui. encore, j'ai fait un prix moyen entre le pack familial et le pack le format 1,5 litre. Donc, Ouais, ouais.
Donc voilà, j'ai même pas compté le prix à 5 dirhams le litre. Donc je vous laisse faire le calcul sur une vie, sans parler des déchets plastiques. Les bouteilles, quel que soit leur format, représentent 20% de nos déchets ménagers, c'est énorme. Soit 700 000 tonnes chaque année qui se baladent, du coup, soit dans la nature, soit dans les décharges, mais bon, c'est terrible. Et puis dans les plages, dans les océans, c'est terrible également pour la faune. Et pour toutes ces raisons, j'ai cherché des alternatives pour ma famille. Solution la moins coûteuse, la carafe filtrante, mais leur efficacité est plus que discutable. Dans le commerce, on en trouve à partir de 1500 dirhams. Elles peuvent éliminer, oui, elles peuvent éliminer des contaminants tels que le chlore, les métaux lourds comme le plomb et le mercure, mais mal utilisées, elles peuvent être un vrai nid à bactéries. Alors voici les règles à respecter si vous décidez d'investir dans une carafe filtrante. Il faut remplacer régulièrement la cartouche, conserver la carafe filtrante et son eau toujours au réfrigérateur, sinon les bactéries se multiplient, et consommer l'eau filtrée s'il vous plaît rapidement, idéalement dans les 24 heures après la filtration. D'autres dispositifs cartonnent en ce moment sur Internet, sur Instagram, je ne sais pas si vous avez vu ça, un peu plus coûteux. À partir de 3000 dirhams, cette famille a décidé d'équiper son robinet d'un osmoseur. T'en as un chez toi parce que je te vois. Elle a ça chez toi. D'accord. Alors est-ce que tu as goûté l'eau de cette... C'est très bon. En plus, on a même fait un test par rapport donc tout ce qui était microparticules dedans. On s'est amusé à prendre des petits trucs, à essayer avec. On a l'impression d'être petits chimistes. Et finalement, c'était même mieux que les bouteilles en plastique. Quoi. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un bon investissement. C'est à partir de 3000 dirhams, faut compter 9000. Quand même. Ouais, 3000 dirhams. Mais attends, mais quand tu dépenses 5600 dirhams, tu le rentabilises en un an. C'est vrai. Mais pour avoir vraiment l'eau la plus filtrée, sans goût, etc., c'est 10 000 dirhams quand même. Donc là, faut avoir les moyens. Et puis, même dans ces conditions, il faut changer les filtres et tout ça. Donc ta sœur doit changer les filtres à la maison. Donc sachez également que le calcaire, moi je me suis mise à l'eau du robinet sans la filtrer ni rien du tout. Ça y est, c'est bon. Je vais bien, désolée. Je vais bien, tout va bien, je vous assure, c'est vrai, je ne mens pas. D'autant plus que le calcaire n'est ni dangereux pour la santé. Vous pouvez donc boire de l'eau du robinet et l'utiliser même dans votre boisson chaude, dans ton café Fathiya sans problème. Le calcium, il ne faut pas l'oublier, est un minéral très important pour les os et pour les dents. Donc il y a même certains médecins qui te disent ça ne sert à rien de filtrer l'eau du robinet, autant boire de l'eau minérale parce que sinon vous passez à côté de nutriments qui sont importants. Et puis il n'est pas également nécessaire de la filtrer pour éliminer le goût du chlore. Il suffit de la placer 1 heure au réfrigérateur. C'est tout. Est-ce que ça veut dire qu'à partir du moment où on sait qu'une eau est potable, donc à la consommation, il faut privilégier l'eau du robinet? Tu dirais ça? Après ta petite enquête? Attends, il y a les enfants et tout ça, il y a les personnes qui sont... Alors toi, tu bois de l'eau du robinet, est-ce que tes enfants, tu leur donnes non, l'eau mes du enfants, robinet? non. Mais pourquoi? C'est juste si elle est bonne pour toi, pourquoi elle ne serait pas bonne pour eux? C'est juste parce que je me dis que peut-être que ma petite fille de 2 ans, elle peut choper un petit truc et tout, mais c'est vraiment un truc de maman, tu vois. C'est pas... à protéger. À protéger. Non, mais intéressant. Je ne m'attendais pas à un montant quand même de 5600 dirhams, tu dis? Oui, 4 personnes, 1,5 litre par jour, ça fait environ 20 dirhams par jour. Ah, je vais arrêter l'eau, moi. C'est bon. Oui, la solution, arrêtez de boire de l'eau. Arrêtez, déshydratez-vous, mourrez en silence à petit feu. Merci beaucoup, Salima. Mohamed Kanbib, on retourne vers vous. Vous êtes le directeur de l'Institut royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc. Un institut qu'on ne connaît pas suffisamment. Il a été créé il y a près de 20 ans maintenant. C'était en 2006, me semble-t-il. Oui. Aujourd'hui, il est rattaché à l'Académie royale. Quel est son rôle à cet institut? On ne le connaît pas suffisamment. Est-ce de notre faute ou de la vôtre? Peut-être que c'est partagé. Peut-être les deux, quand même. C'est-à-dire que la vocation première ou les prérogatives essentielles de l'Institut, c'est l'encouragement de la recherche scientifique. Naturellement, c'est bien la recherche scientifique, mais s'il n'y a pas de médias pour diffuser l'information, la propager, il y a un autre en gros, c'est ta faute. Non, il y a un autre terme, c'est celui de vulgariser. Oui, mais c'est ça. Le terme ne plaît pas beaucoup, disons de promouvoir tout le travail qui est fait. Il y a quelque chose qui manque là et c'est ce qu'on fait depuis un certain temps. Il y a eu au cours de ces 2 dernières années 3 colloques internationaux
donc avec des chercheurs de renom du Maroc, bien sûr, mais aussi des États-Unis, de France, de Grande-Bretagne, etc. Et cela a commencé par une grande rencontre, faisant le bilan de l'historiographie marocaine. Où est-ce qu'on en est ? L'accumulation qui s'est réalisée au cours de ces dernières décennies. Parce que la recherche historique demande du temps. Hein. C'est des années de descente dans la mine. Et c'est à dessein que j'utilise cette métaphore parce que je me rappelle quand je travaillais sur les archives britanniques à Londres, quand je sortais de ces archives, c'était un mineur qui en sortait. Il y avait de la suie. C'était noir et il fallait vraiment beaucoup de savon pour se débarrasser de la suie. Donc ça demande du temps. Et donc il y a eu un premier colloque international là-dessus, sur le bilan et les perspectives, puis un deuxième colloque sur les relations Maroc-États-Unis. Et là aussi, on connaît le rôle des États-Unis dans l'histoire du Maroc. On en a parlé. Je vous assure qu'on en a parlé. Très bien. On en a parlé dans le news. Merci beaucoup. Il ne faut pas oublier que le Maroc a été le premier à reconnaître l'indépendance des États-Unis. En dépit, c'était pas si simple que cela, parce qu'il y avait les Anglais juste en face, à Gibraltar, et ça aurait pu donner des sanctions de la part des Anglais. Ça ne s'est pas passé comme ça, fort heureusement. Et les États-Unis reconnaissent toujours le fait que le Maroc a été le premier à les reconnaître. Exactement. Et il y a eu d'ailleurs, il y a quelques années, un colloque international qui s'est réuni en Virginie, aux États-Unis. Et il était sous le haut patronage de feu le roi Hassan II et du président Ronald Reagan. Ah oui, on se souvient d'ailleurs des images. Voilà. Et Mohamed Renbib, on dit souvent que Rome ne s'est pas faite en un jour. Qu'est-ce que vous dites quel message vous pouvez envoyer à la jeunesse marocaine d'aujourd'hui, insatisfaite, qui se plaint du manque d'infrastructures, vous qui avez vu le Maroc évoluer ces dernières années? Le Maroc, il y a, pour en revenir au domaine qui est le mien, par rapport à ma génération, le fait de se lancer dans la recherche sur l'histoire du Maroc, d'être à la recherche des archives, etc., c'était un véritable parcours du combattant. Hein. C'était un chemin de croix extrêmement difficile parce que tout était verrouillé. Il y a des tonnes d'archives ici. Il y avait des tonnes d'archives ici, juste à côté de la faculté des lettres de Rabat, par exemple. Mais il fallait aller travailler sur les archives du Quai d'Orsay, plus accessible. Travailler sur les archives du Foreign Office, plus accessible. Travailler sur les archives américaines, plus accessibles. Mais il y avait cette frustration. Pourquoi aller si loin alors que des archives les nôtres nationales là, mais elles ne sont pas... étaient juste géographiquement parlant. Ces dernières années, ça s'est un peu assoupli. C'est-à-dire qu'elles sont devenues plus accessibles. Elles sont devenues plus accessibles, indéniablement. Je rebondis sur la jeunesse, nos étudiants. On verra avec vous comment séduire nos jeunes à l'histoire de notre pays. Ils n'en parlent pas beaucoup. Elle s'est prêtée à l'exercice. Safia, les jeunes, il y a quelques jours, se tenait à Casablanca un forum important des étudiants, un forum international. Et bien évidemment, Safia, elle ne pouvait pas manquer le rendez-vous. Et elle leur a posé quelques questions. Alors, tu n'as pas encore de jingle. Non. Donc, tu es allée au forum. C'est ça, au casse-pipe. Et donc Et donc ça y est, j'ai basculé du côté obscur de la force. Après mon dernier anniversaire, plus de marche arrière possible. Je suis plus proche de la quarantaine que de la trentaine. Et dans une crise existentielle aiguë, j'ai vu au détour des ronds-points casablancais, et Dieu sait à quel point ils sont nombreux, des affiches du Forum international des étudiants. Illumination, moi qui me sens jeune dans ma tête, pas tout le temps dans mon corps. Est-ce que je suis vraiment déphasée avec la jeunesse d'aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont vraiment changé depuis que j'ai quitté les bancs d'école? Est-ce qu'ils ont le même niveau que moi à leur âge? Et vu la morosité des temps qui courent, oui, l'intelligence artificielle va tous nous
remplacés ont-ils encore espoir dans l'avenir? Alors j'ai fait un saut à la foire et au détour des stands, j'ai demandé aux futurs bacheliers, soucieux de leur avenir, quel métier ils veulent faire. Et je ne sais pas, je pense qu'ils ont compris qu'on sera bientôt tous remplacés par l'intelligence artificielle. Câble d'ingénierie. Notre plan A, c'est médecine. Le plan B, ça pourrait être au niveau de l'ingénierie. Où est passée cette volonté de changer le monde, les artistes, les écrivains? Sur leur visage, comment dire? Pas une désillusion, mais plutôt une acceptation. Ils ont l'air tellement pragmatiques, une ribambelle de petits androïdes. Autour d'eux, on dirait la matrice avec des 1 et des 0 qui flottent au-dessus de leur tête. Mais connaissent-ils un peu les grands philosophes, un peu de culture G? Alors je leur ai posé quelques questions, c'est simple, ils doivent compléter ces phrases. Je pense que c'est pour son frère. Jacqueline. Non, ce n'est pas Jacqueline, pauvre Madame Touria Chaoui, première femme pilote du monde arabe. Oui. Bon, au pire, ChatGPT répondra à leurs questions. Et au détour des stands, quelque chose m'a interpellée. Oui, il y a des jeunes partout, certes, mais là, fraîchement diplômés. Mais que font-ils à filmer partout dans leur téléphone? أنا social media manager كنجيري social media les posts كندير ديزاين les posts les stories كنصور كنمونتي كندير كلشي. Ok, bien compris. Mais social media manager, c'était une vocation? Quelle étude elle a faite exactement? أنا قريت design graphique في OFPPT pour 2 ans ومن بعد قريت audiovisuel في BTS في les orangers في رباط ومن بعد درت عام باشلور animation 3D ou 2D. Community manager, en gros, un métier que tout le monde fait quand il ne trouve pas de travail dans son domaine. Bon, alors, pour résumer, les futurs bacheliers ont compris qu'il fallait soit soigner nos corps, soit nos ordinateurs. Pour tout le reste, ChatGPT répondra à toutes nos questions et nos attentes. Et au pire des cas, si tu ne trouves pas de boulot, tu peux être community manager. Ah non, désolé, social media manager. J'adore. Excellent. Mais Fethia, attends, mais je comprends même pas pourquoi est-ce que tu nous l'as pas présenté avant. Je ne savais pas tout ça, moi. Je ne savais pas, mais ça y est. Et nous, on est là, quand tu la vois marcher, bienvenue. elle est toujours comme ça. Vous la connaissez, et si vous nous suivez en ce moment, vous l'entendez dans toutes nos éditions d'information, mais elle va Mais évidemment, switcher. on est là avec nos histoires d'osmoseur inversée, de métro, mais on a besoin de gens comme Safia dans notre émission. Non, mais c'est bon, Salima, j'ai dit OK. Oui. OK, ça y est, elle arrive, elle nous rejoint et elle sera là tous les vendredis désormais. Affligeant ou pas, je vous ai vu beaucoup rire sur le reportage. C'est la gaieté. Vous voyez à quel point on a besoin d'histoire. Et les étudiants sont presque demandeurs. Savez, il va falloir qu'on travaille ensemble. L'histoire, c'est une composante fondamentale de l'identité. Si vous vous sentez marocain, c'est que, comment dirais-je, il y a derrière vous de l'histoire. Et il y a également l'histoire au présent et l'histoire... Le fait qu'elle puisse tomber dans l'oubli, vous en faites des cauchemars ou pas? Ça vous inquiète? Qu'est-ce qui tombe dans l'oubli? L'histoire? Je ne pense pas qu'elle tombe dans l'oubli. Elle ne peut pas tomber dans l'oubli. Elle peut pas. L'histoire, c'est nous. C'est nous. C'est au non, mais je quotidien. parle évidemment de ces 20 ans de recherche, pas que des vôtres, évidemment, mais de l'histoire du Maroc. Pas notre histoire à nous, pas celle... Non, elle ne tombe pas dans l'oubli. Elle a besoin, peut-être, je mets d'être réanimée de temps en temps. Comment dirais-je, d'être regardée de plus près et, si nécessaire, d'être réécrite. Parce qu'on ne dit pas que l'histoire est écrite par les gagnants des grandes guerres? Pas nécessairement, non. Parce qu'on oublie souvent les pans de l'histoire. Par exemple, aux États-Unis, ils veulent faire oublier la moitié de l'esclavagisme. Il y a disons, dans le passé des peuples, il y a des moments difficiles qu'ils veulent occulter. Mais ils sont toujours rattrapés. On n'échappe pas à son histoire. Mohamed Kembib, quelle est la présence de l'Institut sur les réseaux sociaux? Pas suffisante. Ils n'ont pas de social media manager. Oui, on y travaille, hein, croyez-moi. Ils y travaillent très, très, très sérieusement. On sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux dictent. Si, dicte, moi j'assume ce mot. Dicte notre vie. Qu'est-ce qui a retenu l'attention des internautes marocains ces derniers jours sur les réseaux sociaux? C'est la revue du web de Salima. Les nouvelles du web avec Salma. Aberration. De Salima. Non, mais tu l'aimes, Salima, c'est pareil. Oui, mais je l'aime beaucoup. Mais toi, tu m'oublies ou je suis assise à côté de toi? C'est parce que je t'aime et je l'ai regardé. T'avais qu'à avoir un i dans ton prénom.
Il y a eu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. On en a vu. Il y a des histoires de couple, il paraît. Des histoires de couple. En fait, on en a vu de toutes les couleurs. Des Dubaïotes qui font du jet ski sur des inondations. Un rencard d'enfer, des mini-vlogs à la Mecque et des histoires d'amour qui s'avèrent ne pas être aussi idylliques que ça. Mais en fait, la grosse tempête qui s'est produite à Dubaï, elle a fait de gros dégâts, mais pas aussi gros que l'émission de Blind Dating diffusée chez nous. Alors, je vais reprendre pour les rares qui ont pu échapper à ça sur leur feed d'actu. C'est la TikTokeuse Armani Goumani qui s'est retrouvée sous le feu des critiques après avoir participé à une émission adaptée d'un concept américain. En gros, elle devait choisir l'élu de son cœur parmi 4 garçons cachés derrière un rideau, selon leur style vestimentaire. Mais rapidement, sa tenue, une mini-jupe et son choix. C'est sa tenue à elle, en fait, qui a été... Voilà, c'est sa tenue qui a été jugée et son choix d'inclure son chien dans le processus de sélection. Eh ben, ça lui a valu la colère populaire sur le tribunal de la toile. Les doigts l'accusent, les internautes se font juger et jurer. Tous avocats de la bonne morale, la police intervient, une enquête est ouverte pour atteinte aux bonnes mœurs, mais précisons-le, pas autour que d'elle, mais autour de tous les participants de l'émission. Alors vous connaissez la toile, pour certains c'est bravo, que ça serve de leçon à ceux qui salissent le Maroc. Pour d'autres, elle a été arrêtée pour mauvais goût vestimentaire parce que j'ai du mal à imaginer d'autres charges. En tout cas, si la mini-jupe continue d'être le sujet de la semaine, autant recevoir Anna Wintour au Maroc. Next, on passe à un internaute qui s'interroge. Excusez-moi, les influenceurs, est-ce qu'ils ont eu un code promo pour aller à la Mecque ou quoi ? Et pour cause, ce qui était autrefois un lieu de recueillement de spiritualité loin du monde est devenu aujourd'hui... C'est un lieu de tournage préféré pour les influenceurs. La Mecque est aujourd'hui l'objet de vlogs et de stories et ce qui était autrefois une destination privilégiée pour laquelle il faut travailler toute sa vie est désormais un setup et aller sur ce lieu saint est devenu une tendance. Prier le divin, implorer le pardon, pleurer, se repentir en se filmant comme ça avec le téléphone perché sur la tête. Beaucoup d'internautes ont trouvé ça de mauvais goût quand même. Comme le dit cet internaute, 23 stories à la Mecque, c'est plus une umrah, c'est un vlog. Enfin, astaghfirullah. On finit sur ce jeune couple marocain connu sur TikTok. Pour son contenu plein d'amour, de câlins, de cadeaux et de blagues. Surprise générale, il y a quelques jours, la jeune femme publie sur sa story les conséquences d'une dispute très moche. Elle raconte que son mari bourré l'aurait frappée et violentée. Elle montre sa main pleine de sang et quelques vidéos de la dispute filmées en cachette. On ne sait pas si c'est la fin d'un couple, mais pour beaucoup d'abonnés, c'est la fin de l'illusion. Et de ces couples parfaits qui ont délibérément étendu leur linge sale sur nos fils d'actu, il y en a beaucoup. Comment ces couples si amoureux, si parfaits ont-ils bien pu en arriver là ? Peut-être qu'après tout, l'amour n'existe pas. Pour cet internaute, c'est à ce moment qu'on tombe de haut et qu'on remet tout en question. Parce que pendant longtemps, on s'est comparé à eux, leur couple au nôtre, leur mode de vie au nôtre. On s'est demandé si notre vie ordinaire avec notre partenaire était vraiment une vie heureuse. Parce qu'on n'est pas comme eux et que eux, eh bien, ils ont bien l'air d'être heureux. Et puis on se rappelle que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or et que finalement nos petits couples, avec leurs défauts, ils sont très bien tels qu'ils sont. Et oui, c'est vrai. Et si ça se trouve, la dispute, c'était juste pour un nombre de vues, non ? Oh, peut-être. Ou c'est peut-être une nouvelle histoire pour créer le buzz. C'est ça les théories des internautes. C'est très déstabilisant sur ces réseaux sociaux, c'est presque savoir qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Il est vrai que c'est simple. Toutes ces stories, rien n'est réel. Oui, mais ces stories à la Mecque, c'est vrai que ça a beaucoup choqué dans le sens où c'est pour te recueillir, c'est pour toi-même. Ouais. Et là, c'était. Mais c'est fini avec les réseaux sociaux. Il n'y a plus de toi-même. En fait, on fait les choses pour les montrer. Même la Allez, religion, attendez, c'est devenu s'il quelque vous chose plaît, pour... moi j'en ai vu une qui m'a vraiment choquée, mais j'arrivais pas à flouter le visage du mec, donc je l'ai pas inclus. C'est le téléphone comme ça. Et qui dort à la Kaaba et ya Rabbi tghfar liya ya Rabbi tsmah liya comme ça. Mais c'est oui, mais bon après est-ce qu'on se dit c'est juste de faire ça? Bah après on filme tellement tout que évidemment filmer c'est une chose mais les poster sur les réseaux sociaux pour moi, nous on va parler du vrai avec vous pour refermer cette émission parce qu'il nous reste plus que quelques minutes. Vous avez vu à quel point le temps passe vite avec vous. On demande à nos invités de nous dire quel est leur morceau de musique préféré, qu'il pourrait se passer en boucle, un morceau de musique à vous qui vous fait du bien. Un 9e. Très classe.
C'était pas Bouboum Tam C'est Tam. l'hymne à la joie. L'hymne à la joie. Justement, avec On écoute. ces jeunes. On n'a pas l'habitude d'écouter Oui. ce genre de musique. Sur mais en les même temps, ça ondes. fait du bien parce que pour les embouteillages, tu vois, par exemple, c'est le truc qui marche. Même si on Alors boit du moi, plastique, pendant- on est plus zen. Non, non, je vous jure que c'est vrai. Pendant Même dans une Ramadan, rame de métro aérien, ça passe aussi dans les écouteurs. hein. Donc tout passe avec cette chanson. Complètement. Mohamed Kenbib, quel message vous auriez envie on va terminer avec ce morceau sublime. Quel message vous auriez envie d'adresser, jeunes ou moins jeunes, aujourd'hui sur notre antenne, pour que nous nous intéressions davantage à notre histoire? Je rappelle que vous dirigez aujourd'hui l'Institut Royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc. Notre histoire est essentielle, c'est vrai, mais quel message vous auriez envie de nous lancer pour qu'on s'y intéresse, d'autant plus qu'aujourd'hui on entend les polémiques, Zellij Diana, c'est pas hadik, le kaftan. On a l'impression que les Marocains crient leur fierté pour notre patrimoine, mais il faudrait peut-être aller encore. Quel message? Oh purée, j'y arrivais pas là. C'est pas grave. On a compris la question. Vous avez compris, j'aurais pu la faire plus courte. L'invité, je sais pas. Elle va être coupée au montage. Elle va être coupée au montage. Non, encore une fois, l'histoire est partie intégrante de nous-mêmes. C'est ce qui nous permet de... En fait, quand on se penche sur l'histoire, c'est à partir des interrogations du présent. C'est pour mieux nous rassurer sur notre présent et scruter de manière plus sereine l'avenir. Voilà un peu le... Et il y a un élément qui est extrêmement important, à mon sens en tout cas, dans le fait d'étudier l'histoire, c'est la vocation première de l'histoire. Ce n'est pas tellement les faits, les événements, etc. C'est la formation de l'esprit critique. Et former un esprit critique, c'est former un citoyen conscient de ses droits et de ses obligations. Et si on arrive à cela, la partie est gagnée. Ben voilà. Excellente chute. On va rien rajouter. On va partir en silence. Si j'ai une dernière question, j'ai encore 1 minute, alors il va falloir y répondre très vite et c'est dommage. Il y avait un énorme projet qui a été partagé par un ami proche à vous, qui est Drissi Ezami, qui nous avait très gentiment offert et présenté sur ce plateau le livre de la Maison du Maroc, en nous parlant peut-être d'une ambition magnifique, celle de voir la naissance d'une Maison du Maroc, ou c'est passé aux oubliettes, ou c'est toujours un beau projet. On avait travaillé, Cédric et moi-même, sur ce projet avec d'autres collègues. Là, l'Institut fait fonction maintenant de la Maison d'Histoire du Maroc. Et il y a une partie musée digital qui est à l'étude. Voilà, donc Un musée digital. Vous avez besoin de sponsors pour ça? Parce qu'on va tous les appeler là, parce que nous on le veut, le musée digital. Non mais c'est vrai, dans de nombreux pays, nous, encore, on n'ose pas avec les mécènes, alors que dans de très nombreux pays, des mécènes investissent quand on n'a pas les moyens, parce que ce sont quand même des projets qui coûtent extrêmement cher. Donc voilà, si vous avez envie, on la voudrait bien, la Maison du Maroc, et ce serait pour... la Maison d'Histoire du Maroc. Eh ben oui. C'est la mise en valeur de notre patrimoine. De notre culture, de notre patrimoine, et de conforter, encore une fois, l'identité nationale. Je vous promets que nous allons militer avec vous. Merci infiniment de ce moment de partage avec nous, Mohamed Kenbib, le directeur de l'Institut Royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc. Vous reviendrez? Inch'Allah. Bientôt? Oui, volontiers. Volontiers. Donc vous avez passé un bon moment. Alhamdoulilah. Plus que... comment dire, très agréable. J'en suis
au sens fort du terme. I mean it, comme on dit en anglais. J'en suis ravi. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis. Bien évidemment, l'intégralité sur les réseaux sociaux et quelques extraits de cette émission à nous suivre partout. Un grand merci à Hamza Nouhi, notre réalisateur, Mohamed Smail, notre caméraman, et puis notre chef de prod, Oumaima. On vous donne rendez-vous, bien évidemment, vendredi prochain. On regarde la caméra là-bas et on dit au revoir. Ciao.